J'essaie encore de voir si je suis connectée. Je pense que ça vient de se connecter. J'ai eu un petit problème avec l'autre vidéo. J'ai parti le direct, puis oups, j'ai coupé. Désolée, je suis de retour. Je vais voir si c'est bien connecté. Est-ce que si quelqu'un est en ligne, vous pouvez m'écrire qu'on me voit bien, que je suis là? Ah, allô, Milly! Donc, je vois bien que je suis connectée. Super. Je vais essayer de voir. J'essaie de voir en même temps avec mon téléphone. C'est plus facile de lire les commentaires de cette façon-là. Je vais me connecter. Allô, on te voit, on t'entend bien. Allô, Émilie. Ah, super. Merci. Donc, habituellement, je vois comme qui est connecté ou le nombre de gens connectés. Et là, je ne vois pas. Je suis vraiment une novice avec les directs. Je vais me familiariser. Ça va être de mieux en mieux chaque fois. Hein, j'apprends. Ce contexte-là m'aura appris à faire des Facebook Live et m'aura obligé à les faire parce que j'avais jamais été game jusqu'ici de cliquer sur le en direct. Et là, c'est fait. Bon. Donc, ça va bien. Je vois que je suis connectée. Ah, pourquoi? Je ne sais pas pourquoi sur mon téléphone, ça marque comme bloqué. Mais bref, je suis là. Et merci d'être au rendez-vous aussi. Je suis là aujourd'hui pour vous parler de l'école à la maison. L'école à la maison, principalement pour les gens qui fréquentent l'école publique. Donc, ce matin, en fait, l'idée du live m'est venue où j'étais sur un site, un groupe de mamans, et il y a une mère qui partageait la lettre qu'elle a reçue du gouvernement qui expliquait en fait la nouvelle trousse qui a été mise en place et la plateforme pédagogique aussi qui a été mise à la disposition des familles. Et dans la lettre, je vais pas la lire telle quelle, là, je présume que la plupart d'entre vous l'avez lu. Donc, il était indiqué que voilà, il y a une trousse qui a été mise en ligne, qui a été faite pour les parents. Le lundi, vous allez recevoir la trousse adaptée par l'enseignant, mis en fait à jour pour vos enfants, et que ce n'est pas obligatoire, mais qu'il est fortement recommandé de faire les exercices pour maintenir les acquis des jeunes, de faire en sorte qu'ils soient prêts et disposés à retourner sur les bancs d'école au moment venu. Alors, de cette de cette lettre-là, il y a un article qui est paru dans le Journal de Montréal qui était, le titre était, la trousse, je ne me rappelle pas exactement le nom exact, mais programme MEES, je ne suis pas une enseignante, je ne suis pas une professeure. Et il y a beaucoup de parents qui m'écrivent, qui disent qu'est-ce que je dois faire, c'est quoi la priorité en ce moment pour mon enfant. Alors, d'où l'idée de ce live aujourd'hui. Alors, ce que j'aimerais qu'on discute ensemble aujourd'hui, je vous invite à laisser des messages, des commentaires. Je suis là pour échanger avec vous aussi en direct, donc je vais répondre à vos questions. Mais aujourd'hui, j'aimerais vraiment qu'on discute de qu'est-ce que c'est l'école à la maison en ce moment, qu'est-ce qu'on s'attend de vous, les parents, qu'est-ce qu'on s'attend des enfants, de quoi les enfants ont besoin pour développer et surtout pour maintenir les acquis qu'ils ont faits durant l'année scolaire. Et j'ai la grande chance d'avoir une sœur qui est enseignante à la commission scolaire de la Seigneurie des Mille-Îles. Donc, ma sœur Mélanie, que vous verrez prochainement dans les lives, m'a énormément pisté aussi à savoir, d'abord, à quoi ça ressemble, elle, ces semaines maintenant, qu'est-ce qu'elle doit faire comme tâche, de quelle façon elle vient en soutien aux familles, qu'est-ce qu'elle s'attend de vous et c'est quoi ses préoccupations aussi. Je passe au travers de ça avec vous. Et après, on a développé des astuces, des points à vous proposer pour justement maintenir les acquis, des exemples d'exercices à faire ou d'activités à faire à la maison pour que l'idée soit de garder un climat de calme et de confiance dans la maison. Hein, la priorité numéro un en ce moment, c'est la sécurité des enfants, c'est leur bien-être et c'est leur sentiment de sécurité. L'urgence n'est pas aux apprentissages en ce moment, loin de là. Mais si on peut, oui, on va aller travailler les acquis, on va surtout essayer de les maintenir. Mais il y a toutes sortes de façons de faire et il faut que les parents s'enlèvent la pression sur les épaules d'avoir à développer ces acquis-là auprès des jeunes. D'abord, j'aimerais vous rappeler, on va tous se le rappeler, ceux qui ne sont pas enseignants, peut-être, est-ce qu'il y en a actuellement en ligne qui sont connectés qui sont des enseignants? Donc, j'aimerais vous dire, si vous êtes un parent, envoyez un pouce. Si vous êtes un enseignant ou un intervenant en milieu scolaire, envoyez un cœur, s'il vous plaît.
Donc, je vais essayer de voir qui est connecté pour qu'on adapte un peu le contenu puis qu'on ait des échanges ensemble. Allô Alain! Ah, je suis contente que tu sois là. J'écoute tes lives à toi aussi. J'écoute tes capsules. Oui, regardez Le Petit Prince, c'est bon pour les enfants. On va en reparler tantôt. Je vais en parler tantôt de ta page, Alain. Oui, c'est une très, très bonne idée. Donc, si vous êtes un parent, envoyez-moi un pouce. Si vous êtes un intervenant en milieu scolaire, envoyez-moi un cœur. Donc, je vais savoir qui est là. OK? Donc, on va remettre un peu en contexte la création de cette trousse pédagogique-là. En fait, lorsque les écoles, les établissements scolaires ont été fermés, les écoles privées étaient beaucoup mieux préparées et d'abord par la technologie qu'ils utilisent aussi là, en milieu scolaire. Donc, dès que les écoles ont fermé, les écoles privées ont envoyé aux familles déjà du matériel pédagogique, des leçons. Ils avaient une plateforme, aussi la plupart ont une plateforme en ligne sur laquelle les jeunes vont se connecter et vont poursuivre les apprentissages. Pour pas créer de fossé entre le milieu privé et le milieu public, et aussi venant de la pression populaire que les parents avaient des craintes, à savoir est-ce que mon enfant va régresser, est-ce qu'il va être prêt lorsqu'il va retourner, comment ça va fonctionner, qu'est-ce que je dois faire. Et en fait, le ministère de l'Éducation a mis en place une plateforme, ils ont développé du matériel pédagogique. En fait, ils ont créé la plateforme pédagogique qui vous est envoyée à chaque lundi pour permettre justement de travailler des acquis qu'ils ont fait, d'aller faire des exercices, réviser des leçons et vous proposer une gamme d'activités pour continuer les apprentissages à la maison autant que faire se peut. Et on va se le rappeler, il faut se le dire, c'est super important. Les parents ne sont pas des enseignants. Et ne serait-ce qu'ils ne sont pas des enseignants, beaucoup d'enfants ont des besoins particuliers à l'école. Certains ont des troubles d'apprentissage, des troubles d'adaptation, il y en a qui ont besoin de services spécialisés en ergothérapie, d'orthophonie, d'orthopédagogie. Et en ce moment, vous n'avez pas ces services-là à la maison qui viennent en soutien à votre enfant durant les apprentissages. Et surtout, vous n'avez pas l'enseignant aussi qui est là, qui est formé, c'est sa profession d'enseigner à votre enfant et de les accompagner. Alors oui, c'est normal que là, les parents se retrouvent en détresse et disent, ben, qu'est-ce que je fais? Comment je l'accompagne? Je ne suis pas capable de le faire. On ne vous demande pas de devenir l'enseignant de votre enfant. Absolument pas. Et le risque à avoir cette façon de voir-là, de penser qu'on devient l'enseignant de notre enfant, c'est qu'on va complètement détruire le climat familial. Donc, on met une énorme pression sur les épaules des parents. Cette pression-là se transpose aussi sur l'enfant. Et là, s'installe tout un climat de tension dans la maison. On voit beaucoup plus de stress. On voit des débordements plus rapides. On voit des enfants plus réactifs, des parents moins patients. Donc, ce n'est pas ce qu'on a besoin en ce moment. Je le rappelle, on a besoin de calme, de confiance et de sécurité à la maison pour tous. OK? Et lorsque les enfants vont réintégrer les bancs d'école, c'est exactement ça qu'ils vont avoir besoin. D'avoir un sentiment de sécurité, d'avoir confiance et d'avoir développé, oui, parce que ça, on va en reparler tantôt, mais on peut travailler énormément les habiletés sociales à la maison. En fait, l'idée, c'est de créer un esprit de communauté dans la maison, où on va aller travailler toutes sortes d'habiletés, toutes sortes d'apprentissages. Et cet esprit-là de communauté, on va la déplacer, on va la ramener à l'école. Et ça va être vraiment génial. Puis même que ça va d'autant plus aider les enfants à être disponibles et disposés aux apprentissages. Alors, mise en contexte faite, donc pourquoi la plateforme a été créée, les attentes, et là, j'aimerais vous parler en fait de l'horaire de ma sœur en ce moment. Comme je disais, ma sœur est enseignante à la commission scolaire de la Seigneurie des Belle-Îles. Ma sœur qui est une enseignante extrêmement bienveillante. Et voilà en fait un peu son horaire. Elle m'a donné son horaire. Je capotais. Honnêtement, là, je capotais quand elle m'a donné cet horaire-là. Parce qu'elle est dans le même bateau que nous, là, en ce moment. Elle est à la maison avec ses enfants en confinement et elle doit s'occuper de ses enfants à temps plein, s'occuper de la maison. Et en plus, elle aide des gens de notre entourage qui ne peuvent pas sortir de chez eux. Donc, par exemple, elle va aller aider mon oncle à faire son épicerie, à procurer sa médication, donc à répondre à ses besoins autant que possible. Donc, et à travers tout ça, voilà son horaire. Elle a une réunion 2 à 3 fois par semaine par Zoom, ok, avec son équipe école. S'ajoute à ça une réunion de comité. Elle siège sur un comité à son école, donc elle a une réunion de comité.
Elle a une réunion chaque lundi, une réunion de cycle, pour discuter de la trousse, puis l'adapter aux besoins de ses élèves. Elle a une autre réunion avec les spécialistes de ses élèves. Donc là, les spécialistes, on parle des ergothérapeutes, orthophonistes, éducateurs spécialisés, orthopédagogues, qui habituellement viennent en soutien dans sa classe aux élèves. Donc, elle a une réunion avec eux aussi. Ensuite, elle doit créer du matériel. Et on lui demande d'entrer en contact chaque semaine avec ses élèves. Entrer en contact, il y a toutes sortes de façons de le faire. Donc, des questions que les parents peuvent lui envoyer par courriel. Elle peut écrire des courriels, elle peut faire des FaceTime avec les jeunes, elle peut faire des appels. Donc, c'est son horaire de la semaine en ce moment. Donc, elle a tout ça à faire pour s'assurer que les jeunes de sa classe reçoivent le soutien nécessaire. Et dans ma discussion avec elle tantôt, juste avant d'être avec vous, je discutais par téléphone avec elle et je lui disais, dans le fond, tu es devenu un agent pivot. Et là, elle dit, je sais pas trop ce que tu veux dire. Puis je dis, en fait, au-delà de préparer tout ce matériel pédagogique-là, puis t'assurer que les jeunes ont le soutien qu'ils ont besoin pour essayer de suivre les recommandations de la trousse, je dis, qu'est-ce que tu fais quand tu échanges avec eux par téléphone? Elle dit, en fait, je te dirais là que mes préoccupations premières ne sont pas liées aux apprentissages. Quand j'appelle mon élève, je vais m'assurer d'abord qu'il est en sécurité. Je veux savoir s'ils sont capables de répondre à leurs besoins de base, sans aucun jugement, là. Aucun jugement. L'idée, c'est de pouvoir les référer au bon endroit s'ils en ont besoin. Et elle est aussi il y a beaucoup de familles qui sont isolées. Là, en ce moment, je parle pas juste de la distanciation sociale, mais isolées qui ne parlent pas à d'autres personnes. Donc, elle fait le pont entre ses élèves, les parents, la sécurité qu'ils ont dans leur maison et les services en place qui sont là pour les soutenir. Alors ça, pour vrai, chapeau, les enseignants. On vous demande, en une journée, vous avez dû vous tourner de bord, vous revirer sur un du-scène pour encore créer plus que ce qu'on vous demande. On vous en demande tellement déjà beaucoup, et là, encore plus. Alors, c'est ce que les enseignants doivent faire en ce moment. Donc là, je lui demandais quelles sont les attentes des enseignants en ce moment. Parce qu'évidemment, elle est en contact avec tous les enseignants de son école et avec beaucoup d'autres enseignants aussi. Et elle me dit en ce moment, des attentes envers les parents, envers les enfants. Je n'ai pas d'attente. Je n'ai pas d'attente, je ne suis pas déçue et je ne les juge pas. Absolument pas. Et j'aurais envie de trouver rapidement le courriel qu'elle a envoyé aux familles, qui résume très bien, en fait, les attentes des parents, les attentes, pardon, des enseignants envers les parents. Donc, je vais retrouver son message. C'était tellement pertinent. Je m'excuse, j'aurais dû le préparer d'avance. Là, je vais retrouver. Et voilà, j'y suis, j'y arrive. Hop. Et voilà, j'y suis. Je m'excuse, c'est long à le trouver. OK. Alors voilà, et ce courriel-là, évidemment, s'adressait aux parents de ses élèves. Et j'ai demandé l'autorisation de vous lire ce courriel-là et elle dit, s'il te plaît, partage-le. Il s'adresse à l'ensemble des parents. Donc, à toi, chère maman, cher papa qui doit travailler de la maison avec tes enfants. À toi qui évolue au sein d'une famille où tes enfants sont à des niveaux différents et qui reçoit une, deux, parfois trois trousses différentes de la part de chaque enseignante de tes enfants, à la demande du ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge. Tu te fais dire que ces activités sont facultatives, que tes enfants ne passeront pas d'examen cette année, que ces exercices sont fournis dans le but de maintenir et consolider les acquis. Sache que je ne te juge pas. Que tu sois dans une position où il t'est difficile de faire cette montagne d'exercices, ou que tu ne puisses leur faire qu'une partie de ceux-ci, je te comprends. Je ne te juge pas. Je suis exactement dans la même position que toi. Je tente du mieux que je peux de faire la trousse à mes garçons, de faire du télétravail avec les membres de l'équipe école, de répondre aux besoins de ma famille, d'appeler mes petits matelots, ce sont ses élèves, ces matelots, parce qu'ils me manquent, comme c'est pas possible, de m'occuper de la maison et des mille et une tâches qui s'y rattachent, tout en essayant de ne rien oublier. Et ici encore, j'en passe. Tout ça pour te rappeler, je te le répète, je ne te juge pas. Je sais combien vous êtes de formidables parents bienveillants qui ne veulent que le meilleur pour leurs enfants. Si parmi tous mes envois, tu te questionnes ou tu as le tournis, rappelle-toi que je ne te mets aucune pression et que je suis là pour répondre à tes questions. Si ton coco s'ennuie, écris-moi afin qu'on s'appelle ou qu'on puisse se voir, virtuellement bien sûr.
J'aime mieux en donner plus que pas assez, mais sache que tout cela est facultatif. Bonne semaine à toi et à toute ta famille. Gros bisous à mes élèves. Je crois qu'effectivement, ça s'applique à l'ensemble des, euh, des familles. Et ça reflète très bien les échanges que j'ai avec les autres enseignants. Les parents ne jugent pas. Les enseignants ne vous jugent pas. Ils vous en donnent parce que c'est ce qui leur est demandé en ce moment, mais ils ne vous jugent absolument pas. OK? Alors, dans le concret maintenant, de quelle façon on va aller développer, en fait, soutenir les acquis que les jeunes ont fait jusqu'ici ou en développer d'autres. Il y a toutes sortes de façons de le faire. J'ai adoré ce matin, j'ai lu sur la page Facebook de Joël Monzé, qui est docteur en neurosciences. J'ai lu l'école est une des façons qu'on a de préparer les jeunes à la vie, hein, de les insérer dans la vie. Mais ce n'est pas la seule façon. Et là, je suis tellement d'accord avec cette façon-là. Il y a plein de choses qu'on va apprendre à l'école, mais il y a plein de choses qu'on apprend aussi dans la vie quotidienne et qu'on peut actuellement faire à la maison pour aider nos enfants à être encore plus disponibles lorsqu'ils vont retourner sur les bancs d'école. Et cette situation-là, bien qu'elle est super difficile, là, la crise reliée à la pandémie, elle nous force à revoir nos façons de faire, revoir nos façons de vivre. Et pour ma part, je trouve qu'elle nous ramène tellement à l'essentiel. Elle nous ramène aux valeurs, elle nous ramène en arrière hein, aussi. On vit un peu plus à la façon de mes grands-parents, comment ils pouvaient vivre à cette époque-là. Et honnêtement, je trouve ça beau. On va développer plein de belles choses. Il y a plein de belles choses qui vont ressortir, même si actuellement, peut-être qu'on voit pas le bout et on trouve ça super difficile et on a toutes sortes d'autres préoccupations. Là. Mais vraiment, je pense il y a quelque chose de très beau qui va en ressortir. Alors, on revient aux enfants, l'école à la maison. Une chose qu'on peut faire. Hein. Donc, là, l'idée, on ne veut pas se créer de grandes pressions. On ne veut pas mettre une pression sur l'épaule des parents, sur les épaules des parents. On veut surtout pas mettre une pression sur les épaules des enfants. Et en plus, il y a beaucoup de parents qui doivent gérer du télétravail en même temps. Donc, quelque chose de plus simple, de plus léger qu'on peut faire. Donc, c'est de s'inspirer de la trousse qui vous est partagée pour mettre en place des activités à la maison auprès de vos enfants. Et là, l'idée, c'est plus on va impliquer les enfants, plus on va rendre ça ludique aussi. Là, je parle pas de devenir un géo, là, pas du tout. Mais plus on va rendre ça ludique, agréable pour les enfants, mieux ils vont participer et mieux ils vont avoir d'intérêt pour les activités qu'on va leur proposer. Alors, par exemple, inspiré de la trousse, on se donne un défi de la semaine. Donc, cette semaine, on a le défi de lire 3 histoires, par exemple. Là, je dis vraiment n'importe quoi, je l'ai même pas lu la trousse, OK? Donc, par exemple, on a un défi, on va lire 3 histoires. On va faire une recette. Donc, tu vas suivre les étapes d'une recette. OK? On va cuisiner ensemble. On va construire la cabane d'oiseaux. OK? Donc, on va manipuler des objets, on va travailler, on va bricoler ensemble aussi. On va commencer, on va mettre en terre des graines, on va jardiner. OK? Donc, on se donne des tâches comme ça. Et à travers chacune de ces activités-là, il y a plein de tâches il y a plein d'activités qui sont reliées à l'école. On leur demande de lire, on leur demande de poser des questions, on leur demande de développer leur jugement, on leur demande de bricoler, d'utiliser leurs mains, d'user de leur créativité. Et c'est ça qu'on apprend à l'école. C'est ce qu'on souhaite développer chez nos jeunes lorsqu'on les envoie à l'école. Alors, à travers les activités de la vie quotidienne, les enfants vont développer des acquis, vont maintenir les acquis aussi. La lecture est super importante. Super importante. Ne serait-ce que lire au moins un livre à tous les jours. Okay? Ça peut être quelque chose qu'on se dit, une recommandation de base là, qu'on a à tous les jours. On veut que notre enfant fasse un 15 à 30 minutes de lecture. On peut demander à notre enfant de nous faire la lecture. On peut lui faire la lecture. On peut lui demander de nous inventer une histoire. Ça, c'est génial. Demandez à votre enfant d'écrire un livre. Ça peut être un projet qu'il a au fil des semaines, ça, d'écrire un livre. Donc, il raconte une histoire, il écrit un livre. Donc, pour écrire un livre, on trouve un sujet, on fait un peu de recherche et on fait des dessins. Donc, on est créatif aussi. On va aller corriger aussi. On peut aider notre enfant prêt à faire la correction. Donc, vous voyez, on fait plein de choses scolaires dans un contexte ludique et qui ne fait pas de nous un enseignant non plus. OK? Donc, d'écrire des livres, d'inventer des histoires, de se raconter des histoires, de bricoler, cuisiner, jardiner, ce sont tous des activités de la vie quotidienne qui vont permettre à nos enfants d'être prêts lorsqu'ils vont retourner sur les bancs d'école.
D'autres habiletés qu'on va développer à la maison. Peut-être qu'on pense moins par moment. En ce moment, on est vraiment dans le scolaire, là. Les parents cherchent des activités à faire en ligne, des exercices, mais toutes les habiletés sociales que les enfants vont développer à la maison vont être extrêmement nécessaires et importantes lorsqu'ils vont retourner à l'école. Alors, dans les activités à la maison, qu'on peut faire pour développer les habiletés sociales. Un jeu de société. Quand je joue un jeu de société en famille, j'apprends à respecter mon tour. J'apprends à gagner respectueusement. J'apprends à perdre. Hein? J'apprends à composer avec la déception aussi. J'apprends le respect. J'apprends à attendre mon tour. J'apprends tellement de choses à travers un contexte ludique de jeu. Donc, l'enfant n'a pas du tout l'impression d'être en train de faire de l'école. Il est en train de jouer avec sa famille, de nourrir les liens aussi, hein, de tisser des liens, de sécuriser aussi les liens. C'est super important. Et il développe des habiletés sociales. Dans la maison, apprendre à partager. Créez-vous, hein, dans la plupart des conférences, je donne ce truc-là. Va se créer des pots, hein, des pots de pompons, des pots de billes, peu importe ce que vous voulez, là. Des pots de roches, tiens, envoyez-les chercher des roches dans votre cour, dans la ruelle en avant, sans contact avec les autres évidemment, mais envoyez-les chercher des roches. On va faire des pots de roches, OK? Et à chaque fois qu'on va observer un geste de partage dans la maison, on va mettre une roche dans le pot. Oui, on pourrait faire un pot de roche pour chaque personne, son pot de partage, mais moi, je suis tellement pour l'idée de communauté où on a un grand pot de partage et on invite chacun à poser un geste de partage. Donc, évidemment, il faut expliquer aux enfants ce que c'est que le partage, donner des exemples de gestes de partage qu'on peut poser et lorsque ces gestes sont posés là, on va les valoriser et on va inviter la personne à les déposer une roche dans le pot ou la petite jarre. Évidemment, lorsque le pot va être plein, mettez pas une jarre, là, l'enfant va se décourager, puis les gestes de partage vont partir assez vite. Donc, tranquillement, on va remplir le petit pot et on va dire aux enfants, par exemple, ben, regardez, on a un pot gros comme ça. Quand on le remplira à moitié, voilà une récompense qu'on va pouvoir avoir. Donc, une récompense, c'est pas un cadeau qu'on sort d'une boîte, OK? Commencez pas à commander des trucs sur Amazon pour leur offrir des cadeaux, là. C'est pas ça du tout, OK? L'idée, c'est de faire comprendre à l'enfant que plus on est dans les gestes de partage, mieux ça améliore les relations entre nous et que ça permet des moments privilégiés aussi. Alors, une récompense, ça pourrait être, on va se faire un cinéma en famille telle journée. On va mettre on va se faire un party de bain. Là, on va en costume de bain, dans le bain avec des bulles. Puis là, on va faire semblant qu'on est à la plage. OK? Donc, vous comprenez l'idée? On amuse les enfants. On leur demande, c'est quoi pour toi une récompense qui te ferait plaisir? Et étonnamment, j'ai longtemps cru que les enfants allaient être très demandants, là. Qu'on leur dit, ben, donne-nous ce que tu aimerais avoir et qu'ils nous demanderaient des très grandes choses. Pas du tout. Ils sont simples, leur bonheur est simple, ils le savent. Ils sont instinctifs, les enfants. Il faut bien les garder connectés à leur instinct. Donc, par exemple, moi, quand je demande à la fille, c'est quoi une activité spéciale qu'on peut faire en récompense à telle chose? Puis moi, c'est, peux-tu me faire des crêpes elle aime ça que je fasse des longs coups, des dinosaures, des longs coups en crêpes. Tout qu'un défi, OK? J'ai réussi un long coup en crêpes. Donc, tu me feras des dinosaures de crêpes ou sinon, les bulles dans le bain, elle adore ça. Les cinémas en famille. Donc, choisis un film et on s'assoit toute la famille et on l'écoute. Hein? C'est important. On est ensemble et on partage ce moment-là. Pas juste on leur met play sur un film puis on leur fait un sac de popcorn. Là. On s'assoit en famille et on partage ce moment-là. Donc, on demande aux enfants quelles sont les récompenses que tu pourrais avoir pour les gestes de partage. Et là, on s'entend en famille. OK, on voudrait que quand le pot est plein, partager un moment où on fait telle activité. On monte notre tente de camping, là, on la monte dans le salon puis on dort dedans. OK? Donc, vous comprenez? On peut faire toutes sortes de choses. Là. On va être créatif. On est restreint, mais on va être créatif. Et là, on commence. Et à toutes les fois que l'enfant pose un geste de partage, on l'invite à aller déposer sa roche dans le pot. Et on lui explique ce qu'on a vu. On ne dit pas, par exemple, « Hey, bravo, c'est un geste de partage, va mettre ta roche dans le pot. » C'est, « Wow, tu vois, je vois que tu es en train de jouer avec ton camion. Ton frère avait envie de jouer avec. Puis je sais que c'est un camion que tu aimes beaucoup et tu as choisi de lui prêter parce que tu savais que ça lui ferait plaisir. » Vraiment, c'est beau.
va te mettre une roche dans le pot familial de partage. Bravo, merci de faire ça pour la famille. Créer un esprit de communauté, c'est pour tout le monde qu'on le fait. C'est pas pour avoir ta roche puis gagner ton cadeau, c'est pour tout le monde que tu viens de poser ce geste de partage-là. Et plus on va décrire les comportements des enfants, plus ils vont être capables de poser des gestes qui ressemblent. Et l'enfant, des fois, on lui dit bravo, puis il dit ben non, dis-moi pas bravo. Puis parce que pour lui, ben bon, c'est pas assez. Ou il y a plein de parents qui disent bon, mon enfant, il aime pas ça recevoir il aime pas ça des compliments. Hein? Il rejette les compliments, il dit non, c'est pas vrai, c'est beau, mon dessin il est pas beau pour de vrai. Ben plutôt que de dire que le dessin il est beau, nommez ce que vous voyez, décrivez ce que vous voyez. Wow, je vois que tu as utilisé 4 couleurs différentes et que tu as tracé des très belles formes bien définies. Je trouve ça super beau. Ça me rappelle quand on a été à la plage, là, ton ballon de plage, il me rappelle notre voyage à la plage. C'est super beau ton dessin. Là, ils viennent de comprendre ce qu'on a trouvé de beau en lui. Faisons la même chose pour les comportements adéquats des enfants. On va les décrire. L'enfant va mieux les saisir, va comprendre l'impact que ça a sur l'autre et va être davantage enclin à les répéter. Alors, on travaille le partage. Ça, c'est un exemple pour, mais vous pouvez utiliser n'importe quel système que vous allez mettre en place, là. Donc, on va travailler les valeurs de communauté, du vivre ensemble, OK? Le partage, le respect, l'écoute. Donc, ce sont tous des belles valeurs qui sont tellement nécessaires lorsque l'enfant est à l'école. Parce que si vous saviez le nombre d'énergie que ça lui coûte de composer avec ça à l'école. Donc, les demandes d'attendre son tour, respecter les autres, gérer les stimulations, ça lui coûte énormément d'énergie qui, ça, viennent empiéter sur l'énergie dont il dispose pour être capable de faire des apprentissages par la suite. Donc, si on peut préparer le terrain avant, lorsqu'il retourne à l'école, il va être d'autant plus prêt à faire des apprentissages. Alors, on peut demander de travailler aussi les demandes. Formuler des demandes claires, précises et polies. Tellement important. Apprendre aux enfants à s'exprimer. Et bien souvent, nous, on les connaît par cœur, nos enfants. On sait de quoi ils ont besoin. Donc, on va souvent répondre à la demande alors qu'ils n'ont pas vraiment eu à la formuler. Hein? Mais arrêtons d'aller au-devant tout le temps. Laissons la chance à l'enfant de travailler sa capacité à exprimer ses besoins. Parce que ça, c'est tout qu'un acquis pour l'école. D'être capable de formuler ses demandes, d'exprimer clairement ce qu'il a besoin, d'identifier ce qu'il a besoin et peut-être même de suggérer des façons de répondre à son besoin. Donc, l'enfant qui nous fait une demande, qui est plus ou moins claire, ou Maman, j'ai faim. OK. Est-ce que tu peux me faire d'ordre? Maman, j'ai faim, est-ce que je pourrais avoir, peut-être est-ce que tu as quelque chose à me suggérer? Est-ce que c'est l'heure du dîner? Si c'est l'heure du dîner, on va s'organiser. Peut-être que tu vas venir m'aider aussi. Mais on comprend, on aide les enfants à formuler des demandes précises et des messages clairs. Quand ils chicanent entre eux, parce que là, ces temps-ci, là, c'est un peu pas mal ça dans les maisons, hein, il y en a des chicanes de frères et sœurs, là. On va travailler avec eux les messages en jeu. Donc là, ton frère, il t'agace au salon, OK? Il vient prendre tes jouets, puis ça t'énerve. Puis là, tu lui dis « Arrête! Arrête! » Je comprends que ça te choque, puis ça te choque d'autant plus parce qu'il arrête pas. Mais est-ce que tu lui as nommé ce que tu veux qu'il arrête? Ben là, c'est clair. Non, c'est clair pour toi, c'est pas clair pour lui. Puis ce qui est bien tannant, puis les enfants sont bien bons là-dedans, là, on dit « Arrête! » Ben là, OK, il va arrêter de le chatouiller, mais il va continuer à prendre ses jouets. On dit « Arrête! » Il va arrêter de prendre ses jouets, mais il va y faire des grimaces. Donc, on comprend l'idée, là? Arrête! Là, je me sens pas bien, tu es dans ma bulle. J'aimerais que tu sortes de ma bulle, s'il te plaît, j'ai besoin de mon espace. OK? Arrête de me parler de façon impolie, ça me blesse. Utilise des mots adéquats quand tu me parles. On comprend l'idée? Nommer clairement ce qu'on a besoin. Nommer comment on se sent face à telle ou telle chose. Et plus les jeunes vont être capables de faire des demandes précises, des demandes claires, d'identifier ce qu'ils ont besoin, je vous assure, mieux ils vont se sentir bien à l'école, en communauté en général, et ça va être tout qu'un acquis pour leur vie d'adulte. Donc, travailler les demandes à la maison. Faire attendre les enfants. Travailler la patience. Ah, c'est difficile. C'est difficile, c'est difficile. Puis ça travaille notre propre patience aussi, OK? Mais consciemment, permettons-nous d'attendre avant de répondre aux besoins des enfants. OK? Et moi, ce que j'aime bien, c'est que depuis le 3 semaines, là, plus ou moins, de confinement, là,
j'ai commencé à travailler avec mes gardes et honnêtement, j'adore ça. Je n'avais jamais fait ça avant. Je travaille avec mes gardes. Est-ce que c'est une demande est-ce que c'est un petit problème, un moyen problème ou un gros problème? Et là, je lui ai expliqué c'était quoi un petit problème, un moyen, un gros. Et un gros, pour moi, c'est quelque chose qui doit être répondu dans l'immédiat, là. Elle s'est fait mal, elle est inquiète ou elle est pas capable de gérer ses émotions ou il y a un risque de débordement, donc elle a besoin vraiment de quelqu'un ou il y a un risque de blessure ou sa sœur est trop près des escaliers, peu importe, là, on comprend l'idée, elle a besoin de quelqu'un dans l'immédiat. Un petit problème, mais c'est j'ai un souci, je me questionne sur quelque chose, je suis pas capable de le faire par moi-même, je vais avoir besoin de ton aide. Et un moyen problème, c'est ça, j'ai besoin d'aide, ça va pas, je suis rendue au bout de mes solutions, donc mais je suis encore capable d'attendre, c'est pas vraiment urgent. Et en travaillant ça, au départ, je vous avoue là, c'était toujours des gros problèmes. Maman, j'ai un gros problème. C'est quoi? Mon crayon, il fonctionne plus. Regarde, c'est pas une urgence. Et là, moi, au début, je vois un peu ma fille, elle va avoir 5 ans, là, donc j'étais un peu plus théâtrale avec elle. Je me dis, mon Dieu, Mégane, qu'est-ce qui se passe? T'as une urgence? T'as besoin de moi maintenant? Là, elle se sentait mal. C'est quoi ton urgence, Mégane? Est-ce qu'il y a un risque pour quelqu'un? Est-ce qu'il y a un risque pour toi? Est-ce que tu vas bien? C'est parce que mon crayon feutre, il fonctionne plus. Ah, et c'était ça, une urgence pour toi, Mégane? Non, c'est pas une urgence. Une urgence, c'est là, je redécris encore ce qui est une urgence. Et je lui dis, là, c'était un petit problème que tu avais. Alors, dans cette situation-là, voilà ce que tu peux faire. OK? Tu mets ton crayon de côté, tu en prends un autre, donc tu comprends. Et justement, quand le gros problème, j'y vais dans l'immédiat. Hein? Je vais répondre à sa demande et je veux surtout tellement qu'elle ait confiance que lorsque tu auras besoin de moi, je serai là pour toi. OK? Et ça nourrit directement le sentiment de sécurité de l'enfant, le lien d'attachement. Je sais que lorsque j'ai des besoins, que mon parent est là pour les entendre, pour les accueillir et pour m'aider. OK? Donc, on veut garder ce lien-là, c'est super important. Mais, pour revenir à la demande, à la patience, en fait, ben, lorsque c'est un petit problème ou un moyen problème, on va faire exprès de faire attendre. Pas pour rire de l'enfant, là, puis pas pour voir comment il va se désorganiser, pas pour lui renoter ses comportements s'il se désorganise, si c'est difficile de patienter, mais pour travailler cette patience-là. Et travailler de la patience, ça se fait pas seulement en faisant attendre l'enfant, ok? C'est de valoriser sa capacité à attendre. C'est d'encourager aussi les efforts qu'il fait. Puis c'est de lui en reparler éventuellement. Donc, quand ma Mégane est impatiente, quand c'est long, là, OK, qu'elle est en train d'attendre, elle attend, là, mais là, elle fait ne chicanons pas le Ce que je lui demande de faire, là, c'est d'attendre. Et elle attend. Je lui ai pas demandé d'attendre avec une belle attitude. On va faire attention, il ne faut pas trop leur en demander en même temps. Une chose après l'autre, OK? Et quand elle fait ça, ou qu'elle tape du pied, tu sais, elle veut me montrer, là. Elle veut me montrer qu'elle attend puis que c'est long, là, OK? Quand elle fait ça, plutôt que de renoter des attitudes que, je vous avoue, c'est déplaisant, j'aime pas ça l'avoir tapé du pied puis l'avoir grogné comme un animal, là, OK? Mais lorsqu'elle fait ça, je lui dis, wow, bravo, Mégane, d'être capable d'attendre. Je vois l'inconfort que ça te fait et tu es capable d'attendre. Je te trouve très bonne. Et je vous assure que les grognements ont largement diminué et les tapochages de pieds aussi. OK? Donc, et là, elle va dire, oui, c'est long. Je sais que c'est long, Mégane. Je suis en train de couper le poulet, là. Je peux pas venir en ce moment. Je le sais que c'est long. Puis à ton âge, moi aussi, je trouvais ça long quand mes parents me faisaient attendre. Je comprends, mais bravo d'être capable d'attendre. OK? Et juste ça, de reconnaître leurs efforts, de les valoriser, l'enfant est d'autant plus capable d'attendre. Et lorsque elle est sur le bord de plus être capable, là, ou de faire une crise, ou de faire un mauvais coup pour attirer mon attention tout de suite, ben je la ramène à la fois où elle a été capable d'attendre. Tu te rappelles hier, Mégane, tu étais vraiment inconfortable comme là, et te trouver ta capacité à attendre. Qu'est-ce que tu as fait à ce moment-là? Je sais pas, là, t'es venue. Non, je suis pas venue tout de suite. Je pouvais pas. Comme en ce moment, je peux pas venir tout de suite. Qu'est-ce que tu as fait hier? Mais je me suis trouvé quelque chose d'autre à faire en même temps, en attendant. Ah, mais écoute, c'est peut-être une bonne idée de faire ça aujourd'hui. Ça a fonctionné hier. Peut-être que ça va fonctionner aujourd'hui. Peut-être que ça fonctionne pas, mais il y a des risques que ça fonctionne. Donc, on revient aussi sur leur capacité à épuiser en eux leurs ressources. Et plus on va développer les ressources de l'enfant,
plus il va être capable de s'organiser, de s'autonomiser aussi et de développer son sentiment de responsabilité. Rendre un enfant autonome, c'est d'abord de le rendre responsable. OK? Responsable, c'est je reconnais l'impact de mes gestes sur moi, de mes comportements, de mes attitudes sur moi, je reconnais l'impact sur les autres et j'en assume les conséquences. À 8, 10 ans, 6 ans, 12 ans, votre enfant ne sera pas autonome. Plusieurs adultes ne sont pas encore autonomes. OK? Donc, on va accompagner l'enfant tout au long de son enfance, son adolescence, vers l'autonomie en le responsabilisant. Alors, une autre chose qu'on peut travailler à la maison qui va avoir un impact directement sur l'école, se responsabiliser. Donc, subir les conséquences de ses gestes. Conséquences, c'est pas une punition, là. Je parle pas de punir un enfant. D'abord, je ne suis pas pour les punitions du tout. Pour les conséquences, oui, parce que la conséquence, elle a un lien direct avec le comportement de l'enfant. Donc, l'enfant a blessé son frère en détruisant sa construction de Lego parce qu'il était fâché contre lui. Alors, pour réparer le geste, je vais lui demander de refaire la construction de Lego et je vais lui demander de poser un geste agréable, doux envers son frère pour réparer, pour lui faire du bien, pour prendre soin de l'autre. L'autre n'avait pas à être brusqué, être blessé par notre comportement. Alors, non seulement je vais réparer mon geste et après, je vais prendre soin de la personne. Donc, l'enfant a été impoli envers moi. Je peux demander une excuse verbale, je peux demander un dessin d'excuse et après, on peut me rendre un service pour me faire plaisir, pour prendre soin de moi. Donc ça, c'est se responsabiliser. Je subis les conséquences de mes gestes. La punition, la différence, c'est que la punition, elle est là pour... elle vient tellement créer un inconfort dans l'autre personne qu'on souhaite que cet inconfort-là soit assez grand pour plus qu'il le reproduise. Mais la réalité, c'est qu'on donne une punition pour se faire plaisir. Pas plaisir, on se fait pas plaisir, mais c'est pour répondre à notre besoin, nous, qu'on punit l'autre. Il nous a tellement créé un malaise qu'on va lui en créer un assez grand. L'enfant n'a absolument pas besoin de ça. Okay? Et honnêtement, ça n'apprend rien à l'enfant. Autre que de créer de la colère, de l'injustice en lui et détruire le lien qu'on a. Donc, des conséquences réparatrices pour se responsabiliser. Donc, toujours dans l'optique de se responsabiliser. Donnons des responsabilités aux enfants à la maison. En ce moment, ils passent toute leur journée à la maison. Pourquoi ne participeraient-ils pas à la vie de communauté dans la maison? Donc, je comprends bien que durant le temps qu'ils vont à l'école, peut-être qu'ils ont un peu moins de responsabilités, quoique je suis toujours pour le fait de donner des responsabilités aux enfants, des responsabilités qui tiennent compte de leur âge, de leurs défis, de leurs besoins, évidemment, OK? Mais de responsabiliser l'enfant, de donner des responsabilités dans la maison. Donc, moi, depuis le confinement, j'ai mis en place toutes sortes de responsabilités pour chacun. Donc, ma petite Jade, j'ai mon bébé Jade qui va bientôt avoir 2 ans et Mégane qui va avoir 5 ans. Et Jade, par exemple, avant les repas, sa responsabilité à elle, c'est d'aller voir chacun et de dire que le repas est prêt, qu'il est temps de venir à la table. Et elle le fait. Et je demande, Jade, c'est important, va aviser tout le monde qu'on mange. Et elle va voir chacune des personnes et elle dit, on mange, bon appétit. Bon appétit, elle a hâte qu'on se souhaite bon appétit. Donc, on mange, bon appétit, on mange, bon appétit. Elle va chercher tout le monde. Et elle est la dernière à s'asseoir à la table. Elle attend que tout le monde soit là. Elle a pas 2 ans, là. OK? Donc, Mégane doit mettre la table. Je lui demande de mettre les napperons, de mettre les ustensiles, de placer les verres et de m'aider à apporter les choses sur la table. Et au début, elle rechignait, là. J'ai dit, mais Mégane, moi, je suis en train de préparer le repas et si tu as ce point fin, tu devras m'aider pour qu'on mange plus rapidement. Donc, chacun doit s'y mettre. Donc, c'est important aussi quand on veut responsabiliser l'autre, c'est pas juste lui donner une tâche, OK? Excusez-moi. C'est pas juste de lui donner une tâche, c'est de lui dire pourquoi on lui donne et l'impact que ça a sur l'autre personne. Encore, quand je disais tantôt, se responsabiliser, c'est de voir l'impact que ça a sur nous, l'impact que ça a sur l'autre et d'assumer les conséquences. Donc, quand tu participes à la vie de famille, quand tu m'aides à mettre la table, Mégane, moi, ça me décharge. Honnêtement, ça me fait du bien. Je mets beaucoup d'amour dans les repas, j'adore cuisiner, j'adore faire des bons repas, mais j'ai hâte de manger, moi aussi. J'ai faim. J'ai hâte de me mettre à table. Puis je suis fatiguée en fin de journée. Donc, quand tu mets la table, pour moi, ça m'aide. En plus, quand tu la mets, t'es fière de toi. Quand c'est toi qui as mis la table, puis tu la regardes, puis qu'on dit tout, « Hey, merci, Mégane, c'est super, la table est bien mise. » Et tout, elle est super contente. Et on se met à table plus rapidement. Donc, elle voit l'impact de son geste. Donc, elle comprend pourquoi elle doit se responsabiliser et pourquoi on lui donne cette responsabilité-là. Parce que les enfants qui me consultent, qui me consultaient en ce moment parce que j'ai suspendu mes services, mais certains d'entre eux me disaient
Ah, on me demande de tout faire dans la maison. Pauvre Coco, s'il savait seulement. Donc, il dit, ah, on me demande plein de choses, là. Il faut que je sorte le chien, il faut que je lui donne à manger, puis il faut que je passe la balayeuse le samedi matin, peu importe. Puis il voyait ça comme un calvaire, parce qu'il avait même pas conscience de pourquoi on lui demande ça, puis de l'impact que ça a sur lui ou sur les autres. Donc, non, ça ne participait pas à nourrir son estime personnelle, parce qu'il ne voyait pas pourquoi on lui demandait de faire ça. Il voyait pas qu'est-ce que ça lui donnait. OK? Puis, ça n'avait pas d'impact non plus. Il voulait pas s'investir parce qu'il voyait pas l'impact positif que ça avait sur les autres ni sur la vie de famille. Donc, ce n'était pas assez valorisé. Donc, valorisons l'implication des enfants. D'ailleurs, dans chacune des classes, les enfants ont des responsabilités. Même en milieu de garde, en garderie, en CPE, les enfants ont des responsabilités. C'est super important. En vie de communauté, on se partage les tâches pour que le vivre ensemble soit plus agréable. Donc, encore là, des habiletés à développer à la maison, je vais les reprendre, là. Faire des jeux de société pour travailler attente, respect, attendre son tour, gagner sainement, perdre aussi, travailler le partage, travailler les demandes, formuler des demandes, des messages clairs, des messages en jeu aussi, hein, d'exprimer ce qu'ils ont besoin, d'apprendre à attendre, d'apprendre à se responsabiliser, à s'organiser. Et quand on disait tantôt des exemples pour à partir de la trousse qu'on vous envoie, j'exclus complètement la personne qui parle, là, la trousse que vous recevez le lundi, de prendre des exercices qui vous sont proposés, de le mettre par exemple sur un carton de la semaine, dire défi de la semaine, voilà ce qu'on doit faire cette semaine, ben, d'aider l'enfant à se responsabiliser, de s'organiser, c'est de lui dire, tu peux le faire dans l'ordre que tu veux. Tu peux le faire au moment où tu veux aussi. Je suis pour une routine à la maison en ce moment, là. On peut donner des moments précis dans la journée où on souhaite qu'ils travaillent leurs défis, par exemple. Mais du moins de laisser l'enfant choisir la tâche qu'il a envie de faire. Et là, j'entends déjà certains parents dire, dans la vie, il ne choisira pas tout le temps ce qu'il veut faire au moment. Mais là, on est en situation exceptionnelle. OK? On n'est pas dans la vie de tous les jours. Donc, nos attentes, il faut les revoir. Les revoir pour s'assurer que la priorité numéro un, comme j'ai dit tantôt, c'est la sécurité de l'enfant. Sa sécurité, oui, physique, mais sa sécurité intérieure aussi. Il doit se sentir en sécurité, il doit se sentir le moins stressé que possible et se sentir dans un climat de calme et de confiance dans la maison. Donc, oui, il y a des choses qu'on va faire différentes de d'habitude et c'est absolument correct. OK? Donc, d'apprendre à s'organiser, choisir les tâches qu'il va faire et c'est super important de leur permettre de mettre un crochet. Alors, tu sais, quand on se fait une checklist, là, hein, excusez-moi l'anglicisme, là, quand on se fait une liste de tâches et qu'on peut rayer ce qui a été fait, là, il y a quand même une satisfaction qu'on tire là-dedans. Je sais pas vous, là. Puis moi, je commence toujours par les tâches que j'aime le moins. OK? Donc, je m'en débarrasse. Ben ça fait plaisir à l'enfant aussi de faire c'est fait. OK? Et à mesure qu'on voit les crochets accumuler, dire à l'enfant, wow, vraiment, tu fais plein de défis, c'est génial. OK? Même cette semaine, j'ai partagé sur ma page une publication d'une enseignante de français, Laurence. Vous pouvez trouver sa publication, elle n'est pas très loin dans mon fil d'actualité sur ma page. Et elle proposait toutes sortes de défis à proposer aux enfants à la maison. Et j'adore les défis qu'elle a proposés. C'est pas lié à la trousse. Du moins, je ne sais pas si elle s'en est inspirée en fait là. Mais il y a toutes sortes de défis. Faire plaisir à quelqu'un, de faire une activité créative, de faire une activité de lecture. Donc, bref, vous pouvez aller le consulter. C'est des défis géniaux, pardon. Et oui, on va venir comme ça maintenir les acquis de nos jeunes. Alors, surtout, on crée un esprit de communauté dans la maison et on fait en sorte que cet esprit de communauté-là puisse être amené par la suite dans les milieux scolaires, hein, lorsque l'enfant va retourner sur les bancs d'école. Alors, pour conclure, hein, tout le monde va devoir commencer bientôt à aller préparer son souper. Faire l'école à la maison maintenant, c'est pas l'école à la maison comme si vous aviez choisi de faire l'école à la maison. OK? C'est pas du tout ça. On vous propose des activités, encore là, j'explique à la personne qui parle, il y a des activités qui vous ont proposées à travers la trousse pédagogique, à travers une plateforme qui a été faite aussi pour vous. Et les enseignants vous envoient du matériel, mais ce matériel-là qui vous est envoyé est
facultatif, il n'est pas obligatoire et vous n'êtes pas jugé, OK? Non, les enfants ne seront pas évalués à partir de ça. C'est des suggestions qu'on vous fait pour maintenir ou travailler des habiletés chez les enfants, développer des apprentissages, mais toutes sortes de moyens de le faire. Mais outre les activités directement d'apprentissage, faites bouger les enfants. C'est tellement important pour leur cerveau. Le cerveau apprend dans le mouvement. Et le mouvement permet ensuite au cerveau de bien se développer et de prédisposer à certains apprentissages. Donc, par exemple, tous les mouvements croisés, OK? Donc, tu sais, au Zumba, là, quand on fait le coude de genou, là, croisé comme ça, là, OK? Ou lorsqu'on fait du vélo, ou lorsqu'on fait de la natation, tous des mouvements croisés, ça développe le corps calleux, qui est une partie du cerveau qui est responsable du transfert d'informations entre les deux hémisphères. OK? Et plus l'enfant en bas âge va avoir fait de mouvements croisés, OK, avant de rentrer à l'école, plus il va être prédisposé aux apprentissages liés à l'écriture et à la lecture. Donc, par exemple, quand je lis, je passe de gauche à droite et je reviens. Et je passe d'un côté à l'autre. Donc, l'information passe d'un hémisphère à l'autre. Donc, plus mon cerveau est développé, hein, plus le corps calleux est développé, mieux l'enfant est prédisposé à développer ces apprentissages-là. Faites bouger les enfants. C'est super important. OK? Donc, ça, c'était un exemple parmi tant d'autres pour aider les enfants à développer par la suite leur apprentissage. Mais ne serait-ce que de travailler la motricité fine, la motricité globale, la motricité fine, hein, tenir un crayon et travailler la calligraphie. Il y a tellement d'autres façons de travailler la calligraphie. Faites enfiler des billes sur une corde à votre enfant. Faites-les tresser des cordes pour faire les bracelets là, en corde. Là. Hein? Tout ce qu'on travaille, les doigts. Faites-leur faire du bricolage. Faites-leur faire du bricolage avec de la peinture avec les doigts. Donc, on va aller travailler cette motricité-là qui va être super importante après pour l'école. La motricité globale aussi, tout ce qui fait bouger nos grands muscles, qui fait travailler nos épaules. Hein? Quand on va inciter l'enfant, par exemple, à dessiner, il peut dessiner, oui, sur la table, mais coller la feuille au mur, coller-la dans la porte patio, et inciter-le à travailler debout. Lorsqu'il travaille debout, il travaille sa posture, il travaille son épaule, il travaille les muscles jusqu'à son poignet, et ça, c'est super important pour l'écriture après. Donc, les enfants peuvent faire de l'art comme ça, de la peinture, prendre des patates, les tremper dans la peinture et faire des pois. On comprend l'idée, là. Tout ce qui va aller travailler aussi le corps va aider aux apprentissages. Plus un enfant bouge, plus ses muscles sont développés, mieux il est capable de tenir en place sur une chaise après, aussi, physiquement. Donc, faisons bouger les enfants. Et plus les enfants vont bouger aussi, plus leur niveau de stress va diminuer. En fait, tous les mouvements, quand on va bouger, on va faire du sport, on va faire des activités sportives, du moins, des activités physiques, on va venir solliciter le système de détente du corps. Et en sollicitant ce système de détente-là, en fait, c'est comme un balancier, là. C'est soit qu'on est dans la détente, soit qu'on est dans le stress. Donc, si là, on est plus dans le stress ces temps-ci, chaque fois qu'on va bouger, on va ramener le balancier. OK? Donc, on va diminuer le niveau de stress et ça perdure bien au-delà d'après l'activité. Donc, quand l'enfant bouge, ça lui fait du bien, on sécrète des hormones qui détendent, mais ça perdure par la suite aussi. Donc, les faire bouger. Là, je comprends qu'en confinement, c'est plus complexe, mais ça reste que l'enfant peut bouger dans la cour, aller dans la rue devant pour bouger si c'est possible, ou là, il y a plusieurs entraînements en ligne gratuits. Moi, Mégane suit ses cours de danse, elle prend des cours de ballet et elle les suit en ligne. Donc, c'est une plateforme qui a été créée, elle voit son enseignante et elle fait ses cours comme ça, donc ça lui permet de bouger. Donc, il y a toutes sortes de façons de bouger qui sont intéressantes. Ce sera pour un autre sujet, mais là, ça me fait penser à tous les écrans qui sont possibles d'être consultés en ce moment, parce que là, je dis, bouger à travers un écran, mais ne bougez pas qu'à travers un écran, parce que trop d'écran va avoir un effet complètement négatif sur l'enfant. Mais je vous promets, je vous réserve un live complet à ce sujet-là, sur l'impact des écrans, puis surtout l'utilisation des écrans là, en contexte de confinement. Donc, mais ça, on en reparlera. Donc, sur ce, je pense que je vais vous laisser aller. J'espère que j'ai couvert un peu les sujets que vous souhaitiez entendre aujourd'hui. Je vais faire le tour des commentaires maintenant. Je m'excuse, je les ai pas lus à mesure, sinon peut-être que je deviendrai assez bonne un jour pour faire les deux en même temps, là. Mais là, je vais essayer de prendre vos commentaires, vos questions s'il y en a, pardon. Mais surtout, ce que je veux vous proposer,
Si vous avez des questions auxquelles ma sœur enseignante pourrait répondre, c'est le temps. Posez-les en commentaire. On va comptabiliser les questions, moi et elle, ce soir, et on va planifier un prochain live où elle va pouvoir elle-même directement vous répondre. C'est quoi les attentes d'une prof? C'est quoi la trousse pédagogique? Qu'est-ce qu'on s'attend? Qu'est-ce qu'on veut faire? Bref, si vous avez des questions spécifiques pour une prof, c'est le temps, OK? Elle est là, elle est merveilleuse, et je suis biaisée peut-être parce que c'est ma sœur, mais c'est une enseignante exceptionnelle, puis que je la souhaiterais à tous les enfants. Donc, je prends les commentaires. OK. Je confirme que sa sœur est une enseignante extra. Anne-Sophie, je présume que ton enfant a ou a été dans la classe de ma sœur. OK, je vais aller plus au bas. Merci, merci. Très bon conseil. Merci, Véronique. Émilie, est-ce que cette vidéo restera sur ta page? J'ai manqué quelques bouts des enfants. Oui, absolument. Chaque fois qu'on fait un direct, après la séance, c'est disponible sur la page et vous pouvez le consulter à votre guise par la suite. Ma sœur, qui est enseignante Mélanie, qui écrit « Merci pour ces conseils si pertinents. Merci de clarifier la situation. Tes conseils s'appliquent facilement à l'école comme à la maison. » Tant mieux, j'espérais vraiment bien représenter ce qu'on avait eu comme échange tantôt. Émilie Bélanger, merci pour tes trucs. J'espère que ça va aider à la maison. J'espère aussi, je vous le souhaite sérieusement de tout cœur. J'espère vraiment que ça se passe bien dans vos maisons. Mouna qui dit « Ça fait plaisir de savoir que ça ne se passe pas que chez nous. Merci. » Effectivement, on est tous dans le même bateau. Véronique, Isabelle Duval, j'adore vos conférences et vidéos. Oh, merci, cela nous aide vraiment beaucoup. Mais merci de me le dire. Puis c'est super important pour moi, maintenant plus que jamais, là, de faire ma part. Puis ma seule façon maintenant de vous rejoindre, c'est à travers ma page Facebook. Donc, c'est mes Facebook Live que j'essaie de faire régulièrement là, depuis 3-4 jours. Et je vais continuer à le faire comme ça. Et quand je fais ça, moi, j'ai la chance, j'habite en intergénération avec mon père. Donc, il prend soin de mes filles le temps que je peux faire ce live-là avec vous. Et je vous avoue, ça fait une petite pause. Hein. Ça fait du bien. Alors, peut-être qu'un jour, je vais prétexter d'aller faire un live. Je ferai quelque chose de très improvisé juste pour avoir une pause. Ça se peut. Alain Zouvi. Alain, en fait, pour ceux qui connaissent Alain Zouvi, qui est comédien, metteur en scène, Alain a fait la mise en scène de ma conférence L'enfant stressé. Donc, j'ai travaillé avec lui à quelques reprises et d'une part, c'était pas lié au contenu, mais c'était vraiment à la façon de transmettre le contenu, de passer les messages. Alors, c'est super important. Et il a travaillé avec moi sur ça. Donc, c'est de là où il suit ma page, il suit mon travail. Il dit, Caroline, fait ce qu'elle fait par amour. Puis il m'a aidé. Puis un jour, je lui demandais, je dis, j'ai jamais trouvé le mot pour lequel qui décrit exactement pourquoi je fais ce que je fais. Tu sais. Je l'ai fait avec tellement de passion, mais sans savoir. J'aimerais trouver un mot. Puis il me dit, mais voyons, Caroline, c'est par amour. Puis ça a fait tout son sens. J'ai dit, bah, t'as tellement bien expliqué. C'est par amour. Donc j'ai longtemps eu le complexe de l'imposteur, le sentiment d'imposteur, de pas être assez à la hauteur où je suis qui, moi, pour venir dire aux gens quoi, expliquer des choses, donner des conseils et tout. Puis Alain me dit, quand tu le fais avec ton cœur, tu te trompes pas. Précieux conseil. Mais si vous allez suivre sa page, Alain Zouvi, là, pourquoi je vous parle aussi de ça, Alain a mis en ligne, il est un excellent narrateur et il a mis en ligne des bouts, il raconte l'histoire du Petit Prince. En fait, il fait la narration du Petit Prince à travers 6 séquences vidéo et c'est vraiment génial. Vraiment, vraiment génial. Il y a plein d'enfants qui l'écoutent. Il a reçu plein de photos d'enfants qui l'écoutent. Faites-le écouter à votre enfant. C'est un classique, le Petit Prince. Donc, peut-être lui faire écouter la vidéo, après lire le livre, en reparler. Il y a tellement des belles valeurs dans cette histoire-là. Sylvie Boudreau, bravo pour ce que tu fais, c'est génial. Merci Sylvie, je t'aime. C'est la maman d'une de mes très bonnes amies. Donc voilà, est-ce qu'il y en a qui auraient des questions autres? Anne-Sophie, réponse Anne-Sophie. Ok, non, ça c'est ma sœur qui a répondu. Raymond, merci Caroline, t'es vraiment bonne, tu nous expliques tellement bien la façon de faire. Merci. Merci Raymond. Donc, alors vraiment, gênez-vous pas. Si vous avez des questions spécifiques pour l'école à la maison en ce moment, hein, gênez-vous pas de poser des questions ou n'importe quoi que vous aimeriez lui demander. Là, on fera un live à partir de vos questions.
J'essaie de défiler aussi. Vicky Dusty qui dit j'adore tellement ton idée. Je sais pas de quelle tu parles, mais je suis bien heureuse de t'avoir donné une bonne idée. OK? Donc, je vois par vos commentaires que ça répond, je crois, du moins à vos demandes, à ce que vous aviez besoin. N'hésitez pas, vous êtes plusieurs à m'écrire en privé pour me donner des sujets de live. Je reçois beaucoup de courriels. Je les lis tous d'ailleurs et je vous réponds tous. Des fois, désolée du délai que ça prend. Je peux pas faire, je fais pas de consultation par écrit, là, dans le sens où parfois vous me partagez des difficultés que vous vivez à la maison. Je suis très sensible à ce que vous vivez. Puis je prends vraiment le temps de lire, puis du mieux que je peux de vous donner des conseils avec le peu d'informations que je dispose. Euh, je garde en tête ce que vous me racontez. Puis même si je vous réponds sommairement, voilà généralement ce qu'on peut faire, voilà des genres de conseils que je vous propose, je garde ces idées-là dans ma tête pour faire un live. Donc vraiment, n'hésitez pas si vous avez des besoins particuliers à la maison, peu importe, des défis, et que c'est quelque chose qui est dans mes cordes, envoyez-les-moi. Amélie qui dit Mathis et moi t'avons suivi, c'était parfait comme live. Je m'ennuie de toi, Mathis, pour de vrai. J'ai hâte de te revoir en personne. Euh, Véronique qui dit quand est votre prochaine conférence? Je sais pas si vous parlez là, des conférences que je faisais en salle ou des Facebook Live. Mon prochain Facebook Live, honnêtement, je ne sais pas. Là, c'est très dernière minute. Là, je l'organise en fonction de disponibilité de mon père. Ceci dit, là, la sclérose en plaques. Et il se débrouille tellement bien avec mes filles. Je suis tellement chanceuse de l'avoir. Et donc, ça dépend de mes disponibilités pour les Facebook Live. Et pour les conférences en salle, évidemment, ça ne dépend pas de moi du tout, du tout. Ça dépend de la pandémie. Ça dépend du moment où ce sera possible de se revoir, en fait. Et j'avais eu l'idée de faire des conférences en ligne, mais honnêtement, c'est un peu plus complexe que je pensais. Je ne suis vraiment pas techno. D'abord, je sais que ça pourrait se faire par Zoom, mais très honnêtement, en recevant la PCU en ce moment, je ne peux pas percevoir de revenus. Et si je perçois un revenu, ne serait-ce que je fais une seule conférence et qu'il y a quelques personnes, par exemple, qui y assistent, mais je peux plus recevoir d'aide. Et en ce moment, je n'ai absolument plus aucun revenu, comme la plupart d'entre vous, là. Donc, toutes mes conférences, mes formations ont été annulées jusqu'en septembre prochain. Et on verra pour la suite. Et je ne fais plus aucune consultation non plus. Alors, c'est ça. Donc, je peux pas prendre le risque de ne plus recevoir d'aide financière pour mettre en une conférence. Donc, je suis vraiment désolée. C'est pourquoi, d'ailleurs, que je fais des Facebook Live. Là. Donc, je me dis, c'est ma façon de venir vous voir, de contribuer. Puis, je me dis, ben, le gouvernement vraiment fait sa part pour nous soutenir. C'est pas parfait pour personne. Je pense pas que c'est parfait pour moi en ce moment non plus. Mais je me sens aussi redevable. Je pense que je vais à la base par amour de ce que je fais, vraiment par souci de vous venir en aide. Mais je trouve que c'est mon juste retour. Donc, on m'aide, je remets de la façon que je peux. Donc, je vous aide. Mais si vous pouvez m'aider, par contre, aimez ma page Facebook. Partagez-la, s'il vous plaît, avec vos amis, avec votre entourage. C'est actuellement ma seule façon de rejoindre les familles. Et pour ceux qui utilisent Facebook, qui ont une page professionnelle, vous savez que c'est tellement difficile que Facebook montre notre travail, montre nos publicités dans vos fils d'actualité. Sur ma page, j'ai plus ou moins 12 300 personnes qui suivent ma page. Et par moment, je publie un article pour lequel j'ai travaillé plusieurs heures. Et en bout de ligne, même pas 200 personnes l'ont vu dans leur fil d'actualité. Donc, pour que mon travail soit vu, il faut aimer la publication, la partager, la commenter ou inviter des amis à la lire, partager ma page. C'est vraiment la façon de la faire vivre. Alors, ce serait ma demande pour vous, si vous pouvez aimer ma page et partager mon travail que je fais avec beaucoup d'amour. Et c'est ça, je veux vous venir en aide du mieux que je peux. Alors voilà ma façon de faire, ok? Et actuellement, j'en profite pour le redire, je l'ai dit hier, il y a un concours sur ma page Facebook en ce moment qui est pour gagner mon livre. Donc je vais l'envoyer, je vais tirer 2 exemplaires. Donc il y en a un qui va être tiré au sort sur ma page Facebook et il y en a un autre qui va être tiré sur la page Facebook de Stress Aid. / Stress Help. Donc c'est une page, c'est un organisme charitable avec lequel je m'implique beaucoup
Donc, si vous voulez 2 chances de gagner, vous partagez sur donc participez, je cherchais le mot, vous participez sur les 2 pages, vous avez 2 chances de gagner. Et moi, je vais mettre tellement de purée sur mes mains, ça va être propre quand je vais mettre mon livre dans votre enveloppe et je vais les faire parvenir. C'est vendredi que les 2 gagnants vont être annoncés. Donc, participez au concours, ça va me faire plaisir de vous envoyer mon livre. Amélie Côté qui dit « Tu peux encourager les gens à sélectionner, voir en premier dans les notifications. » Ah, moi, là, je suis vraiment pas bonne. Hein. Je suis pas bonne avec Facebook, là, tu sais. Donc, je sais que j'ai déjà fait ça pour des pages que j'aime, mais je sais même pas comment faire. Est-ce que tu le sais, Émilie, comment faire? Hein, pour voir ma page en premier? Donc, je me rappelle que quand je l'ai fait, donc, je cliquais sur suivre, mais là, je vais tout vous mélanger, là. Je cliquais sur suivre et il y avait l'option recevoir une notification, voir en premier ou je pense ne pas voir. Donc, s'il vous plaît, faites voir mes publications. Hein. Donc, voir en premier, ça va vous permettre que ça arrive plus rapidement dans votre fil d'actualité, je crois, et que vous allez voir ce que je fais. Je te l'écris en message. Merci. Alors, je le publierai. Amélie, merci, t'es fine. Mélanie a dit Teams est très bien en comparaison avec Zoom. OK, bon, tu me diras. Tu es une narratrice exceptionnelle. T'es biaisée, t'es ma sœur. Merci de prendre ton temps pour aider les familles. Ça me fait plaisir. Mouna qui dit J'aimerais avoir des idées pour mieux gérer les conflits entre les filles. J'ai une de 11 ans et l'autre de 6 ans. On passe la journée à gérer leurs conflits. On se réserve un live entier là-dessus. Ça se répond pas en 4 secondes d'écart, je peux comprendre. C'est le cas dans... Vous n'êtes pas du tout la seule, Mouna. Alors sur ce, j'y vais. Je vais aller préparer mon souper. Merci d'avoir été avec moi. J'espère que ça a répondu à vos demandes. Dans la demande, allez aimer ma page, allez la partager, participer au concours, partager le concours si mon livre peut venir en aide aux familles en ce moment. Et n'hésitez pas à m'écrire en privé, m'écrire des sujets de live, ça va me faire plaisir. Et allez voir la narration de Alain Zouvi pour Le Petit Prince, ça vaut vraiment la peine. Merci tout le monde. Bonne fin de journée.